nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 6 juillet, merci de regarder Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et aujourd'hui, si pour votre filiale américaine de société française, vous souhaitez avoir un service d'expertise comptable, Serge Massat, qui est CPA à Miami, me rejoindra sur le plateau pour répondre à toutes vos questions. Et puis en seconde partie, coup de projecteur sur le secteur nautique en Floride. Ça représente tout de même 900 000 bateaux ici sur l'État. Et ça nécessite forcément entretien et réparation. C'est pourquoi Fred Laporte, qui est directeur des opérations d'un chantier de réparation naval, me rejoindra également sur le plateau pour nous parler de tous ces services. Juste avant la météo, avec encore de belles éclaircies pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Il fait actuellement 85 degrés Fahrenheit, soit 29 degrés. Et on attend 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, nous allons parler finances et comptabilité ce matin avec Serge Massat. Bonjour Serge. Bonjour Grégory. Alors vous êtes expert comptable et CPA ici à Miami. Massat Consulting Group, c'est le nom de votre société. Il y a plusieurs entités, New York, Miami, Mexico, Luxembourg, Paris. J'en ai oublié aucune? Bientôt Montréal, cet été on ouvre Montréal. Donc pour nos amis canadiens qui regardent peut-être la télé ce matin, sachez qu'on va ouvrir à Montréal. Donc vous arrivez sur Montréal. Oui. Ça c'est l'idée, c'est en août. Le bureau de Montréal ouvre en août. Absolument. Donc on va revenir un petit peu sur tous les services que vous proposez. Ça fait un petit bout de temps quand même que vous êtes dans le métier. J'ose pas le dire parce que ça fait très longtemps. Ça fait 35 ans que je fais ce métier aux États-Unis. En fait, la presse a pu dire que j'étais le pionnier de l'expertise comptable à la française aux États-Unis. Et 35 ans de métier, on commence à connaître son métier un petit peu, oui. Donc 35 ans de métier, c'est pas rien. Vous êtes arrivé sur Miami en premier lieu ou vous étiez ailleurs? Non, la première étape, c'était Cleveland. Une histoire de cœur. J'avais épousé une américaine de Cleveland. J'ai fait mes classes chez EY à Cleveland. Et puis je suis reparti en France un an. J'ai plus supporté la France. Je suis revenu à New York. Donc ma première base, c'était vraiment New York. Et de New York, j'ai un petit peu
évoluer ou vers d'autres horizons. Vous avez étendu votre société, donc un cabinet d'expertise comptable. Vous êtes plus de 80 personnes? Plus de 80 personnes, oui. Aujourd'hui? Absolument. Quels sont les services que vous proposez? Parce que vous l'évoquiez, donc c'est un service d'expertise comptable, mais pour les filiales américaines de sociétés françaises. Ça, c'était l'idée à l'origine. L'idée à l'origine, c'était effectivement de servir des filiales américaines de sociétés françaises. Comme je n'étais pas CPA quand j'ai démarré ma société en 86, je suis allé voir les filiales américaines de sociétés françaises, je leur proposais un métier nouveau que j'avais inventé, la direction financière en temps partagé. C'est-à-dire vous parlez d'un métier nouveau, c'est-à-dire ça consistait en... Ça consistait en quoi? C'était des petites structures américaines rattachées à des maisons mères en France qui n'avaient pas les moyens de se payer un directeur financier. Et donc j'allais les voir, je leur disais, voilà, je serai votre directeur financier en temps partagé, tout simplement. Et ça a accroché. Je suis passé à la télé, sur TF1 à l'époque, j'ai inventé le outsourcing, le back-office. Je ne peux pas être prétentieux quand je dis inventé, mais à l'époque, c'est des mots qu'on ne connaissait absolument pas. Donc votre job à l'époque, ça consistait en quoi vraiment? Vous faisiez quoi au quotidien? En fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'était le rôle de l'expert comptable en France. Le rôle de l'expert comptable en France, c'est pas de tenir des livres, c'est pas de faire de la comptabilité. Il fait de la fiscalité par défaut, ce que je fais ici aussi par défaut, mais c'était surtout d'aider l'entrepreneur dans le développement de son affaire, de lui apporter le conseil. Pour moi, la comptabilité est un outil qui permet de faire du management et d'aller plus loin. Et c'est comme ça que je conçois mon métier aux États-Unis, aider les entreprises qui viennent s'installer, partager avec eux, 35 ans d'expérience de tous mes autres clients, pour que justement, ils puissent avancer plus vite et qu'ils profitent de ce que j'ai pu acquérir comme expérience. Alors on parle de directeur financier au tout début, c'est ça? C'est un petit peu... Au tout début, c'était direction financière. Bon, après, j'ai eu mon examen de CPA. Parce que l'expertise comptable, quand on est diplômé, quand on est expert comptable en France, ce n'est pas reconnu aux États-Unis. Ah non. C'est un grand débat d'ailleurs. Non, ça correspond à rien. Aux États-Unis, ça correspond à un PhD à peu près. Le diplôme d'expert comptable en France est un diplôme très très pointu. Donc PhD, c'est un doctorat? Un doctorat, pardon. Oui. C'est un doctorat, oui. Alors que le diplôme américain, c'est un CPA, de CPA. À 18 ans, moi j'ai connu des gens à 18 ans, ils étaient déjà CPA, ils pouvaient créer leur boîte. Alors comment voulez-vous à 18 ans créer votre boîte et transmettre un savoir qu'on ne vous a pas encore transmis parce qu'on n'avait pas fait de stage? Tous les États ne sont pas traités de la même façon. Là, je parle de l'Ohio. C'est là où j'étais au début, oui. Donc c'est vraiment un métier totalement différent. Et donc finalement, vous avez validé votre CPA ici aux États-Unis. Et ce job, entre guillemets, de directeur financier, il s'est transformé vraiment en cabinet d'expertise comptable? Oui, c'est transformé en cabinet d'expertise comptable, mais toujours avec cet état d'esprit français. Pour moi, je suis un petit peu le médecin généraliste de l'entreprise. C'est-à-dire vous voyez un petit peu si le pouls va bien? Je peux faire de la fiscalité, je peux toucher à la IT, je ne sais plus comment on dit, à l'informatique. Ouais. De loin parce que c'était une autre époque, mais j'ai quand même appris sur le tas. Je peux fusion-acquisition, je suis capable de faire ça, due diligence pour acheter un commerce, un négoce. Tout ça, ça fait partie des services que je peux offrir aujourd'hui. Et par défaut, comme je le dis toujours par défaut parce que c'est un métier que j'aime pas, c'est la fiscalité, remplir des cases. C'est ce que j'allais vous dire. Finalement, il y a quelque chose bon, vous êtes forcément obligé un petit peu de le faire, mais on ne fait pas appel à vos services que pour remplir des fiches et cocher des cases. C'est ce que vous disiez. Si on fait appel à mes services pour ça, je ne rends pas le service. Ça ne m'intéresse pas. Je veux apporter de la valeur ajoutée. La personne qui vient me voir, la société qui vient me voir, j'ai quelque chose à lui proposer qui va au-delà de remplir des cases. Il y a des gens qui font ça très bien, des CPA américains qui font ça très bien, qui remplissent les cases et qui font des déclarations fiscales à longueur de journée. Moi, c'est pas mon métier, je sais le faire. Ça, c'est quand même un petit peu aussi c'est un peu pas le cœur de votre métier, mais ça fait partie de votre métier également. C'est pour ça que je dis par défaut, je le fais. Oui, par défaut. Par défaut, j'en fais pas un métier lui-même. Non, c'est pas ce qui m'intéresse, non. Pas du tout. Et justement, qu'est-ce que vous suivez vos sociétés avec lesquelles vous travaillez, c'est ça En fait, je crois que si on me définissait, je suis créateur avant d'être expert comptable. Parce qu'ouvrir des bureaux, vous avez cité les villes tout à l'heure, je l'ai fait en direct et tout seul, ou avec mes équipes que j'ai formées, il faut être un petit peu entrepreneur. Et là où j'apporte un plus, c'est que si j'ai en face de moi un entrepreneur, on communique très facilement. Il accepte de payer des honoraires, il accepte de prendre mon avis. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui vient prendre sa retraite au soleil ici, il n'aura pas forcément cette mentalité d'entrepreneur. On pourra très bien communiquer aussi. Mais moi, mon métier, au-delà d'expertise comptable, c'est entrepreneur. Je suis entrepreneur pour moi, je suis entrepreneur pour mes clients. Tant et si bien, j'ajoute un petit quelque chose. Lorsqu'il m'arrive de racheter une boîte pour le compte d'un client ou de vendre la boîte d'un client, je suis plus client que le client lui-même. Je m'identifie plus au client que le client lui-même. D'ailleurs, il me laisse parler autour de la table.
Ah, c'est vous qui faites tout le job finalement? Tout le job, non, je fais avec mes tripes. Ouais. C'est quelque chose que j'ai à l'intérieur. Et puis, 35 ans que je pratique ça, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Ouais. Donc, je suis capable d'analyser une situation et de rebondir pour avancer dans un sens qui va dans le sens que souhaite mon client. Et par rapport aux services que vous proposez, donc vous avez des sociétés ouvertes ici aux États-Unis. Il y en a une à Mexico, il y en a une qui va ouvrir en août, donc on le disait à Montréal. Oui. Le travail est différent par rapport au travail effectué aux États-Unis? Le travail de base est le même, si vous voulez, c'est ce concept de direction financière en temps partagé dont on parlait au début, que j'ai un petit peu élargi, le back-office. J'offre des services de direction financière en temps partagé. À l'origine, c'était mon temps, maintenant, c'est des collaborateurs qui ont cette vocation. J'offre des services de recouvrement de créances, des services également de paiement de fournisseurs, si vous voulez. Une société qui s'installe sans moyens, elle vient chez moi et je fais tout le back-office. D'ailleurs, j'ai une marque déposée qui m'appartient, c'est Babysitting. Vous voyez, cette marque déposée. Babysitting, c'est une marque déposée, ça vient dit, je prends en charge un petit bébé et je l'aide à grandir. Pour qu'il se développe au mieux? Pour qu'il se développe au mieux dans un contexte différent, dans un contexte qui est étranger à la maison mère. Mexique, États-Unis, Montréal, ça sera la même chose. C'est la même chose. Donc là, Montréal qui va ouvrir en août, d'autres projets par la suite, d'expansion encore? Oh non. Ou pour l'instant, vous restez un petit peu sur... Je pensais à la Polynésie française, mais c'est tout récent. Ça, c'est encore un projet à mûrir. C'est un projet à mûrir encore. En tout cas, on l'aura compris, Serge, vous n'êtes pas là pour cocher des cases et remplir des fiches concernant la fiscalité. Donc, si on souhaite faire appel à vos services pour voilà, suivre un petit peu les finances de notre société, on peut vous contacter comment? Le plus simple, mon site web, c'est www.massat-group.com, groupe en anglais, ouais. Ou alors mon adresse email aussi, c'est serge.m@massat-group.com, serge.m. Et votre site internet, dans tous les cas, apparaît en bas de l'écran. Ah, mais c'est formidable. Donc, on peut vous contacter comme ça. Merci beaucoup, Serge, en tout cas, d'être venu sur notre plateau, nous parler de vos services de Serge Consulting, de Massat Consulting. C'est trop identifié. C'est pareil, c'est le même nom. Merci beaucoup. Merci Grégory. Merci. Et ne bougez pas, on revient juste après la publicité. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets.
de regarder Rendez-vous matin et comme promis, nous faisons tout de suite un coup de projecteur sur le secteur nautique ici en Floride avec Fred Laporte. Bonjour Fred. Bonjour Grégory. Alors vous êtes directeur des opérations d'un chantier de réparation navale. Tout à fait. Sur Miami. Jones Super Yacht Miami, basé sur la Miami River à Miami, donc, à côté de l'aéroport. À côté de l'aéroport, tout proche de l'aéroport, oui. sur la rivière, juste à côté. Fait. Du coup, vos missions, cette société sert à quoi finalement? Société de réparation navale, donc maintenance de navires, aussi bien de yachts que de navires de commerce, en taille jusqu'à 65-70 mètres. Nous possédons un des plus gros outils dans la région pour cette taille de bateau. Ouais. Donc on va y revenir dessus, voilà, parce que on va revenir dessus. On le disait, le secteur nautique est quand même assez important ici en Floride. Oui. On parle de... paradis du golfe et du bateau. Donc... et du bateau notamment, plus de 900 000 bateaux. 900 000 bateaux, oui, en Floride. Donc c'est énorme. Vous avez toute taille confondue. Oui, oui, forcément, mais vous avez quand même, vous êtes occupé un petit peu au quotidien finalement. Ça occupe. Tout ça. Ça occupe. Tout à fait. Et du coup, qui fait appel à votre société? Alors, aussi bien des particuliers que des sociétés. On travaille avec les ferries de Fisher Island, avec des barges, avec des propriétaires de yachts, des sociétés de management de yachting qui nous consultent pour des devis de réparation navale ou de refit, puisque la réparation navale consiste, dans son activité la plus simple, à refaire des anti-fouling de bateaux, ouais. Comme de réparer des lignes d'arbres, changer des hélices, repeindre des bateaux entièrement ou refaire des intérieurs de bateaux. Donc finalement, vous traitez toutes les réparations? Toutes les activités, aussi bien de la chaudronnerie, de la soudure, de l'ébénisterie, de l'électricité navale. Toutes ces activités sont couvertes dans le chantier, dans un seul lieu, où nous avons 35 employés permanents, plus tout un réseau de sous-traitants qui ne sont pas vraiment des employés, mais qui travaillent quasiment en permanence avec nous. Donc vous parliez de réparation et de refit également? Refit. Refit, ça consiste en quoi? Refit, c'est le propriétaire qui vient d'acheter son bateau décide de refaire l'intérieur de son yacht. Parce que madame n'aime pas la couleur de la salle de bain ou autre, donc on va, pourquoi pas? On prépare ce refit, on va faire un nouveau design, faire appel à des interdesigners, choisir les matériaux, changer la couleur des marbres, des moquettes, des veneers, donc c'est vraiment toute la décoration intérieure. Toute la décoration intérieure. Toute la décoration intérieure. A à Z. Voilà. Alors, des fois avec des architectes d'intérieur de grand nom, des fois avec le consultant de madame ou de monsieur. Et en fonction de leur goût, on peut aussi les conseiller. Et au niveau des réparations, il faut compter combien de temps généralement? Tout dépend. Faire un anti-fouling sur un 40 pieds, ça prend, on sort le bateau le lundi, on le remet à l'eau le vendredi, donc quelques jours. Sur des grosses unités, sur un yacht de 35, 40, 50 mètres, un arrêt technique minimum c'est 15 jours, le temps de faire l'anti-fouling, les visites, les contrôles de sécurité avec le pavillon ou la classe pour être sûr que le navire est en conformité. Ensuite, un refit peut s'étendre à 5-6 mois, 5 mois si on fait une peinture complète. D'un 50 mètres, il y a de la surface, ou refaire des points en tech, toutes ces activités-là peuvent être faites à l'intérieur du chantier. Et au niveau de ces réparations, de ces entretiens, pour le particulier, je pense plutôt au particulier, est-ce qu'on doit également effectuer tous ces entretiens, faire appel à vous? Ou imaginons, j'ai un bateau pas très grand. L'entretien, il y a deux raisons pour faire l'entretien. La première raison, c'est la maintenance de son bien, de son objet et maintenir la valeur de son bateau. La deuxième, selon la taille du bateau, selon l'activité commerciale ou privée du navire, il y a des obligations réglementaires où certains dry docks sont imposés par les sociétés de classification ou par le pavillon. Et notamment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite d'huile au niveau des lignes d'arbres et autres, et éviter des pollutions. Troisième raison de venir dans un chantier, c'est la sécurité. S'assurer aussi que tout fonctionne et que le bateau ne va pas finir sur un caillou suite à une avarie de bar ou autre. Mais au-delà de la réglementation, est-ce qu'il y a des conseils à prodiguer un peu aux téléspectateurs, savoir si le bateau, il faut le faire vérifier une fois, je ne sais pas moi, par trimestre, une fois par mois Beaucoup de plaisanciers connaissent bien leur bateau, mais l'avis d'un professionnel est quand même important, je dirais, surtout pour l'aspect sécuritaire, l'aspect mécanique. Mécanique marine, c'est pas
est un peu particulière. L'électricité marine est différente de l'électricité terrestre, les histoires de neutres, la coque, ce genre de choses. Ouais. Donc, ça devient très vite assez complexe. Donc, et le tissu réglementaire, un navire flotte, il n'est pas fait uniquement pour rester dans l'environnement juridique local. Il peut, bateau, quand il part des États-Unis pour le Bahamas, les procédures de toutes ces choses-là, le navire doit être en conformité pour s'assurer que le navire puisse naviguer dans toutes les zones, dans le monde entier. Donc il y a une checklist à respecter. Une checklist à respecter, et les obligations réglementaires pour aller dans certains pays sur les équipements à avoir à bord et autres peuvent varier. Vous allez naviguer à Tahiti, quand vous êtes sur un lagon, il faut pouvoir avoir des capacités de rétention pour vos eaux grises. Donc être sûr que le bateau est construit et conforme à ça. Ou modifier ces systèmes. Vous n'agissez à aucun niveau, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour conseiller, ou vous êtes vraiment là pour... On peut conseiller, parce que la réglementation, on la connaît. C'est ma précédente activité où je faisais du yacht management, donc je connais bien toutes ces réglementations. Mais c'est aussi un devoir de conseil que l'on a en fonction du programme de navigation du client, de dire voilà, c'est un nouvel équipement qui serait bon d'installer à bord ou de réviser. Donc il y a le refit. Le refit, donc première activité, réparation navale. Deuxième, vous faites également un peu de stockage. On a une marina. C'est possible aussi de stocker le bateau, oui, bien sûr. Un hivernage. Hivernage de bateau. On a une marina couverte. On peut prendre des bateaux jusqu'à 40 mètres de long. On offre aussi des services de weekend contract. Donc là, on est en plein dans la période. En pleine période, donc 1er juin, 30 novembre. Ça consiste en quoi? C'est un contrat souvent demandé par les assureurs qui permet de mettre un bateau qui serait mouillé en baie de Miami ou dans une marina proche de la mer, de venir se mettre à l'abri sur la rivière. Donc souvent, ce contrat est remboursé par l'assurance ou permet des déductions de primes. Donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable et c'est de protéger son bateau. Après, idéalement, vous prenez un contrat dans notre marina et vous passez l'hiver au frais. Mais au niveau de, justement, vous parlez de contrat, vous parlez, si on souhaite faire une réparation, est-ce qu'on est obligé de s'engager sur une période? Ça se passe comment? Non, la réparation, la période. On passe chez vous et on vous dit j'ai tel problème avec mon bateau, est-ce que vous pouvez me le prendre en charge? C'est exactement le même principe. Après, la durée du refit ou de la maintenance dépend de la liste des travaux. Mais c'est qu'il n'y a pas d'engagement forcément, on n'est pas obligé de... on sait qu'un service moteur va prendre quelques jours. Si on le planifie à l'avance, on peut... il y a la maintenance qu'on appelle planifiée et la maintenance de réparation navale. Breakdown maintenance, comme on dirait. La maintenance planifiée, on commande les pièces à l'avance, le bateau arrive, les pièces sont là, on attaque les travaux de suite, on minimise le temps au chantier. Parce que le but, c'est pas d'avoir un bateau dans un chantier, c'est de naviguer avec son bateau. Mais l'idée, c'était de... Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une carte, on n'est pas obligé de s'engager en fait sur 1 an ou 2 ans pour bénéficier de... Ah non, pas du tout. C'est à la demande, c'est l'offre et la demande, vous appelez. Sur les floating docks, il faut vérifier la disponibilité, on a un calendrier à respecter, et quand on a un bateau qui est dessus, on ne peut pas en mettre 2. donc voilà, c'est le premier qui réserve le dry dock, premier servi. Et pour les outils de levage, c'est ce que vous disiez, vous êtes bien équipé? On est bien équipé, on a 2 floating docks de grosse capacité, un floating dock qui fait 45 mètres de long, mais on peut prendre des bateaux jusqu'à 60-65 mètres sur ce floating dock, capacité de levage de 1600 tonnes. On a un deuxième dock un peu plus petit qui lève jusqu'à 700 tonnes. 700 tonnes, ça lève 45 mètres. Ouais. Voilà. Le 1600 tonnes, on a même levé des barges de 90 mètres. Ah oui, voilà. J'allais dire 70 mètres. Mais voilà. Tout dépend du plan d'échouage du navire et comment on peut préparer le plan d'attinage pour mettre le bateau au sec. Donc vous couvrez du plus petit bateau jusqu'au plus grand. Voilà. Un autre outil qu'on a, c'est un travel lift de 60 tonnes qui couvre donc tout ce qui est petit bateau jusqu'à 80 pieds. Ouais. Voilà, et là, le système est différent. On n'est pas sur un floating dock, le bateau on a une grande aire à terre, donc le bateau est bloqué à terre et permet de faire des maintenances et aussi aux entreprises extérieures du client de venir travailler chez nous. Donc vous couvrez toutes les tailles de bateaux. Et si nos téléspectateurs justement ont un bateau et souhaitent faire appel au service pour de l'entretien ou de la réparation, on peut vous contacter comment? Donc à Jones Superiors Miami, notre site internet est un peu différent, www.jonesdrydock.com. Le téléphone s'affichera à l'écran. Également, on ne va pas le répéter à l'oreille comme ça. Et n'hésitez pas à me contacter pour devis ou conseils. Ça marche. Merci beaucoup Fred en tout cas d'être venu nous présenter Grégory. Votre société basée sur Miami. À bientôt. Merci. À bientôt, merci.
Et on revient juste après la publicité. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission, comme à chaque fois, à retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Et si vous souhaitez réagir à ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain matin dès 9 h pour une nouvelle émission. À demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.